Dans le tumulte incessant de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, où les voyageurs se pressaient comme des ombres fugaces sous les néons impitoyables, un instant de rupture brutale figea le chaos ambiant. Sophie Leclerc, hôtesse de l'air aux allures sévères et à l'autorité incontestée dans la cabine de première classe, se dressa soudain comme une sentinelle inflexible devant une femme âgée qui s'approchait du comptoir d'embarquement. D'un geste sec et méprisant, Sophie arracha le billet des mains tremblantes de la dame, et d'une voix tranchante qui résonna dans le terminal bondé, elle lança: « Madame, cette file est réservée aux passagers de première classe. Vous n'avez rien à faire ici. » La femme, Élise Moreau, une silhouette élégante mais discrète, vêtue d'une robe vert d'émeraude sobre ornée d'une broche discrète, leva un regard calme et perçant, ses yeux bleu pâle trahissant une dignité inébranlable malgré la violence du moment. Mais Sophie, aveuglée par son arrogance forgée au fil des années de service dans les cieux, ne vit que ce qu'elle voulait voir, une vieille dame modeste, appuyée sur une canne en ivoire sculpté, qui ne cadrait pas avec l'image qu'elle se faisait des élites voyageuses. D'un revers de main impatient, elle fit tomber la canne au sol avec un claquement sec qui retentit comme un coup de feu, provoquant un hoquet collectif parmi les passagers alentour. Élise ne broncha pas, se contentant de baisser lentement les yeux vers son bien tombé, puis de les relever avec une sérénité qui déstabilisa même l'hôtesse endurcie. Dans cet aéroport, symbole de la mobilité moderne et de la mixité sociale française, où les classes se côtoient sans toujours se comprendre, cet incident n'était pas qu'une simple altercation. Il révélait les fissures profondes d'une société où les apparences dictent encore trop souvent les jugements. Sophie Leclerc avait toujours été une femme de principes rigides, élevée dans la tradition française de l'excellence et du service impeccable, mais teintée d'un élitisme qu'elle justifiait par son expérience. Originaire d'une petite ville de province, elle avait gravi les échelons de la compagnie aérienne nationale avec une détermination farouche, passant des vols économiques aux cabines luxueuses où elle régnait en maîtresse absolue. Ses cheveux noirs tirés en un chignon impeccable, son uniforme impeccablement repassé, elle incarnait l'image même de l'efficacité parisienne. Mais au fond d'elle bouillonnait une frustration accumulée. Quelques années plus tôt, lors d'un vol transatlantique, elle avait été dupée par un passager qui s'était faufilé en première classe avec un billet falsifié, un homme au look décontracté qui avait semé le chaos en cabine avant d'être démasqué. Cet épisode l'avait marquée au fer rouge, instillant en elle une méfiance viscérale envers quiconque ne correspondait pas à l'archétype du voyageur fortuné. Costume sur mesure, bagages de marque, attitude assurée. Les apparences ne trompent pas, se disait-elle souvent, citant inconsciemment les maximes de La Rochefoucauld sur les masques sociaux. Ce jour-là, en scrutant Élise Moreau, elle ne vit qu'une intruse potentielle, une de ces personnes qui, selon elle, osait perturber l'ordre établi. Ignorant les murmures qui commençaient à s'élever autour d'elle, Sophie poursuivit son interrogatoire avec une condescendance qui frisait l'insulte. « Êtes-vous sûr que ce billet est bien le vôtre? Il doit y avoir une erreur. La classe économique est par là. » Élise, sans un mot de protestation, se pencha avec une grâce infinie pour ramasser sa canne, son mouvement lent et délibéré contrastant avec la hâte frénétique des autres passagers. C'est alors que Julien Dupont, un jeune entrepreneur en costume élégant, assis non loin dans la salle d'attente, se leva légèrement, hésitant à intervenir. Julien, originaire de Lyon et habitué des voyages d'affaires, avait remarqué Élise plus tôt. Il lui avait poliment offert son siège, touché par sa dignité tranquille, et elle avait refusé avec un sourire bienveillant. « Madame, pourriez-vous vérifier le billet plus attentivement ?» osa-t-il suggérer d'une voix mesurée, fidèle à cette courtoisie française qui évite les conflits directs. Mais Sophie le fusilla du regard, et Julien, conscient des enjeux sociaux, recula, préférant ne pas s'impliquer davantage dans ce qui ressemblait à un malentendu administratif. Claire Fontaine, une femme d'affaires d'une quarantaine d'années, debout dans la file, observa la scène avec un mélange d'horreur et d'indignation. Claire, parisienne pur jus, élevée dans les valeurs républicaines d'égalité et de fraternité, sentait monter en elle une vague de dégoût face à cette discrimination flagrante. Elle couvrit sa bouche d'une main, ses yeux s'écarquillant alors que la canne heurtait le sol. « C'est inadmissible », murmura-t-elle à son voisin, un inconnu qui hocha la tête sans oser élever la voix. Dans cette atmosphère tendue, où les annonces des haut-parleurs crachotaient des informations en français et en anglais, Élise Moreau demeurait imperturbable. Elle n'était pas une voyageuse ordinaire. Veuve d'un diplomate et femme d'influence discrète, elle avait traversé les décennies avec une sagesse forgée par les épreuves de la vie post-guerre, où la reconstruction de la France avait enseigné l'humilité et le respect mutuel. Pourtant, aux yeux de Sophie,
Elle n'était qu'une silhouette fragile, une de ces personnes que l'on écarte poliment mais fermement. Sophie, sentant la résistance d'Élise, haussa le ton, attirant davantage l'attention. « Je vous ai dit de vous écarter. Si vous insistez, j'appelle la sécurité. » La tension monta d'un cran, et Claire Fontaine, ne pouvant plus se taire, s'avança légèrement. « Mademoiselle, cette dame a le droit d'embarquer. Regardez son billet. » Mais Sophie, piquée au vif, ignora l'intervention, son ego blessé par ce qu'elle percevait comme une remise en question de son autorité. Elle secoua la tête avec dédain, marmonnant pour elle-même. Toujours les mêmes, qui croient pouvoir s'imposer sans mérite. Cette phrase, imprégnée d'un classisme lat si courant dans les cercles parisiens, révéla la profondeur de son préjugé. Élise, enfin, redressa la tête, sa canne fermement reprise en main, et fixa Sophie d'un regard qui transperçait l'âme. Il n'y avait ni colère ni larmes dans ses yeux, seulement une calme assurance qui rappelait les grandes figures de la résistance française, ces femmes qui avaient affronté l'adversité avec une dignité stoïque. « Vous venez de commettre la plus grave erreur de votre carrière » déclara-t-elle d'une voix posée, résonnante, qui glaça le sang des témoins. Ces mots, prononcés sans haussement de ton, portaient en eux la poids d'une vie entière de combats discrets pour l'égalité. Julien Dupont sentit un frisson le parcourir. Il avait perçu quelque chose d'extraordinaire en Élise, une aura qui dépassait l'apparence. Claire Fontaine, quant à elle, applaudit intérieurement cette réplique, se rappelant les idéaux de la Révolution française, où la noblesse d'âme prime sur les titres. Sophie, déstabilisée pour la première fois, recula d'un pas, mais son orgueil la poussa à riposter. « Des menaces ? Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Pourtant, au fond d'elle, un doute s'insinuait, un malaise qu'elle refoulait depuis longtemps. L'aéroport, ce microcosme de la société française, avec ses flux incessants de touristes, d'hommes d'affaires et de familles, devenait le théâtre d'une leçon profonde sur les illusions des hiérarchies sociales. Plus tôt dans la journée, la salle d'attente avait été un havre de relative tranquillité au milieu du brouhaha. Élise Moreau s'était installée près d'une fenêtre panoramique, observant les avions décoller avec une mélancolie poétique, rappelant les vers de Baudelaire sur l'évasion et le voyage. Sa robe verte émeraude, choisie pour son élégance discrète, et sa broche ancienne, héritage familial, témoignaient d'un raffinement parisien authentique, loin des ostentations modernes. Julien Dupont, absorbé par son ordinateur portable, avait levé les yeux, et, dans un geste de galanterie instinctive, cette politesse française si chère à la culture, lui avait proposé son siège. « Madame, permettez-moi de vous offrir ma place. Vous semblez fatiguée du voyage. » Élise avait souri doucement, refusant avec grâce. « Merci, jeune homme, mais je suis parfaitement à l'aise. Votre courtoisie me touche. » Cet échange bref avait réchauffé le cœur de Julien, qui, en bon Lyonnais pragmatique, appréciait les petites attentions qui tissent le tissu social. Non loin, Claire Fontaine feuilletait un magazine, jetant des regards discrets vers Élise, admirant sa sérénité dans ce monde pressé. Sophie, de son côté, arpentait le comptoir, scrutant les passagers avec un œil critique. Elle avait toujours cru que son rôle allait au-delà du service. Elle était la gardienne d'un ordre, inspirée par les principes cartésiens de clarté et de distinction. Mais ce filtre personnel la rendait aveugle aux nuances humaines, comme ces philosophes des Lumières qui, tout en prônant l'égalité, maintenaient des hiérarchies subtiles. Lorsque l'annonce pour l'embarquement en première classe retentit, Élise se leva avec une élégance mesurée, ajustant son foulard de soie autour du cou. Elle s'avança vers la porte, son billet à la main, ignorant les bousculades des autres. Sophie, postée comme une vigie, intercepta le document sans un regard bienveillant. « Attendez, madame, cela ne peut pas être correct. » Élise répondit calmement. « Je suis tout à fait certaine. » Mais Sophie, piquée par ce qu'elle interprétait comme de l'insolence, insista. « Montrez-moi une pièce d'identité. » On ne sait jamais avec ces erreurs de réservation. La condescendance dans sa voix fit rougir Claire Fontaine, qui murmura à Julien. « C'est du harcèlement pur et simple. » Julien hocha la tête, mais resta silencieux, fidèle à cette réserve française qui évite les éclats publics. Élise, sans se démonter, produisit son passeport, mais Sophie le balaya d'un geste. « Cela ne change rien. Vous n'avez pas l'air d'une passagère de première classe. » Ces mots, lourds de préjugés sociaux, firent naître un silence oppressant. Dans la culture française, où l'égalité est un pilier républicain, une telle discrimination heurtait les consciences, même si personne n'osait encore élever la voix. La tension culmina lorsque Sophie, frustrée par la résistance d'Élise, frappa le billet au sol et fit tomber la canne. Le bruit résonna. Et Claire ne put se retenir. « Arrêtez. C'est indigne. » Julien, enfin, s'avança. « Mademoiselle,
Je crois qu'il y a un malentendu. Laissez-moi vérifier. Mais Sophie le coupa. Restez en dehors de ça. Élise, ramassant sa canne avec une dignité qui imposait le respect, déclara alors ces mots fatidiques qui marqueraient la fin de l'incident et le début d'une révélation. Vous venez de commettre la plus grave erreur de votre carrière. Cette phrase, prononcée avec la gravité d'une tragédie racinienne, laissa Sophie interdite, un frisson d'incertitude la traversant pour la première fois. L'aéroport, avec ses échos de départ et d'arrivée, semblait retenir son souffle, attendant la suite de cette confrontation qui allait ébranler les certitudes d'une femme trop sûre d'elle. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle, avec ses couloirs interminables et ses panneaux lumineux, semblait encore vibrer de l'incident survenu à la porte d'embarquement. Le claquement de la canne d'Élise Moreau, tombant sur le sol lustré, résonnait dans l'esprit de Sophie Leclerc comme un écho accusateur, un rappel de son erreur monumentale. Pourtant, dans l'instant qui suivit, Sophie tenta de se ressaisir, redressant son uniforme impeccable, ses mains tremblantes masquées par une posture rigide. Elle s'efforça de reprendre le contrôle, convaincue que sa fermeté était justifiée, qu'elle n'avait fait que protéger l'ordre de la cabine de première classe. Mais un malaise grandissant s'insinuait en elle, une fissure dans son assurance cartésienne, comme si, au fond, elle pressentait que l'univers venait de basculer. Les regards des passagers, oscillant entre choc et jugement, pesaient lourdement sur elle, et l'intervention de Julien Dupont, ce jeune homme poli qui avait tenté de calmer la situation, n'avait fait qu'amplifier son irritation. Claire Fontaine, elle, observait toujours, ses lèvres pincées trahissant une indignation contenue, fidèle à cette sensibilité française qui réprouve l'injustice publique tout en évitant l'éclat direct. Dans ce théâtre social qu'était l'aéroport, où les conventions républicaines d'égalité et de respect se heurtaient aux réalités des hiérarchies modernes, Sophie se sentait soudain exposée, vulnérable, bien qu'elle refusât encore de l'admettre. Alors que les passagers commençaient à embarquer, Sophie fut tirée de ses pensées par une voix grave et autoritaire. « Mademoiselle Leclerc, au cockpit, immédiatement !» L'ordre, prononcé par Pierre Duval, le chef d'escale senior, coupa l'air comme une lame. Sophie sentit son estomac se nouer. Jamais, en 10 ans de carrière, elle n'avait été convoquée au cockpit avant un vol. Pierre, un homme d'une 50aine d'années, portait son costume avec une élégance sobre, typique des cadres parisiens qui incarnent l'autorité sans ostentation. Son badge, épinglé avec précision, reflétait les néons du terminal, et son regard froid, presque clinique, ne laissait aucune place à la négociation. Sophie, les jambes soudain lourdes, suivit Pierre à travers la passerelle, chaque pas résonnant comme une marche vers un jugement inéluctable. À ses côtés, Marie Girard, une jeune hôtesse au sourire doux mais aux yeux vifs, lançait des regards hésitants, comme si elle pressentait la gravité de la situation. Marie, originaire de Bordeaux, avait rejoint l'équipe récemment et admirait secrètement Sophie pour son assurance. Mais ce qu'elle venait de voir l'avait ébranlée. Elle murmura à Sophie, dans un élan de solidarité. « Ça va aller, non ?» Sophie, crispée, répondit d'un hochement sec. « Bien sûr, mais au fond, elle n'en était pas certaine. » Dans le cockpit, l'atmosphère était oppressante, saturée d'une tension palpable. Le commandant Louis Bertrand, un vétéran de l'aviation au regard perçant, était assis, les mains posées sur les commandes, mais son attention fixée sur Sophie. À l'écran, via une connexion vidéo, apparut le visage austère de François Morel, directeur général adjoint de la compagnie aérienne, un homme dont la réputation d'exigence était légendaire. Sophie sentit ses joues s'embraser sous le poids de leurs regards combinés. Pierre Duval, posté près de la porte, croisa les bras, son silence plus accusateur que n'importe quelle parole. François Morel prit la parole en premier, sa voix grave et mesurée, empreinte de cette précision française qui donne à chaque mot une portée juridique. « Mademoiselle Leclerc, expliquez immédiatement pourquoi vous avez humilié publiquement une passagère de première classe. » Sophie sentit sa gorge se serrer, ses mots se bousculant dans son esprit. « Je pensais qu'il y avait une erreur avec son billet ?» balbutia-t-elle, consciente de la faiblesse de son excuse. Louis Bertrand soupira lourdement, frottant ses tempes avec agacement, tandis que Pierre intervint, glacial. « Avez-vous vérifié son identité dans le système avant de l'accuser ?» Sophie baissa les yeux, incapable de répondre. Elle n'avait pas vérifié. Elle avait jugé Élise Moreau sur son apparence, sur sa canne, sur son âge, et cette vérité, qu'elle avait toujours niée, la frappa comme une gifle. François Morel, depuis l'écran, poursuivit, son ton devenant plus tranchant. « Savez-vous qui vous avez insulté ?» Sophie, désemparée, murmura « Une passagère, une femme âgée. » François l'interrompit.
sa voix basse mais cinglante. Élise Moreau, fondatrice et présidente de cette compagnie aérienne. La femme qui a bâti cet empire à partir de rien, après la guerre, avec une vision d'égalité et de service universel. Et vous l'avez traitée comme une intruse. Le choc traversa Sophie comme une décharge électrique. Ses jambes vacillèrent, et elle dut s'appuyer discrètement contre le mur du cockpit pour ne pas chanceler. Élise Moreau, ce nom, qu'elle avait à peine lu sur le billet, résonnait maintenant comme un verdict. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle, qui se targuait de connaître chaque détail des procédures, avait ignoré l'essentiel, l'humanité de la personne en face d'elle. Pierre Duval ajouta, impitoyable, « Vous avez non seulement humilié une icône, mais vous avez terni l'image de cette compagnie devant des dizaines de témoins, des passagers, des collègues, des médias potentiels. » Sophie sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Elle imagina les murmures dans le terminal, les regards accusateurs, les réseaux sociaux qui, dans cette ère moderne, pouvaient amplifier un tel incident en quelques minutes. Marie Girard, restée en retrait, observait la scène avec une anxiété croissante. Elle avait toujours vu Sophie comme un modèle, une femme forte, mais elle comprenait maintenant que cette force cachait une faille profonde, un préjugé enraciné, peut être inconscient, mais destructeur. Marie, élevée dans une famille modeste du Sud-Ouest, croyait fermement en l'idéal républicain français, où chaque individu mérite respect, peu importe son apparence ou son statut. Elle avait été touchée par la dignité d'Élise. Et, pendant l'embarquement, elle s'était approchée de la vieille dame pour l'aider à s'installer. Dans la cabine de première classe, Élise, assise avec une élégance naturelle, avait engagé une conversation avec Marie. « Savez-vous, ma chère, avait-elle dit, son regard pétillant d'une sagesse ancienne, la France est un pays qui prône l'égalité, mais nous oublions trop souvent que l'égalité commence par le respect des petites choses, comme un sourire ou une écoute attentive. » Marie avait hoché la tête, émue par cette réflexion qui résonnait avec les valeurs de sa propre éducation. Élise avait poursuivi, comme si elle lisait dans les pensées de la jeune hôtesse, « J'ai vu trop de gens juger sur leur apparence, leur âge, leur accent, mais ce n'est pas irréversible. Parfois, il suffit d'une leçon pour ouvrir les yeux. » Ces mots, dits avec une simplicité désarmante, avaient marqué Marie, qui se demandait maintenant si Sophie pourrait jamais entendre une telle leçon. De retour dans le cockpit, Sophie luttait pour reprendre contenance. « Je ne savais pas qui elle était, » tenta-t-elle, sa voix tremblante. Louis Bertrand, exaspéré, rétorqua. « Et cela justifie-t-il votre comportement? Si elle avait été une simple passagère, cela aurait-il été moins grave ?» La question, brutale dans sa clarté, frappa Sophie de plein fouet. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle savait, au fond d'elle, que si Élise n'avait pas été une figure aussi importante, elle n'aurait jamais été confrontée à ses actes. Cette vérité, crue et laide, la laissa sans défense. François Morel, depuis son écran, ajouta « Vous allez retourner dans la cabine. Vous présenterez des excuses publiques à Madame Moreau, devant tous les passagers qui ont assisté à votre comportement honteux. Et vous vous assurez qu'elle reçoive un traitement irréprochable tout au long de ce vol. Refusez, et votre carrière s'arrête ici. » Sophie sentit son cœur s'emballer, la panique montant comme une vague. Une excuse publique? Devant tout le monde? Elle, qui avait toujours incarné l'autorité, devait maintenant s'abaisser devant ceux qu'elle avait toujours dirigés. Pierre Duval conclut, implacable. « Vous avez créé cette situation, Mademoiselle Leclerc. À vous de l'assumer. » Le retour dans la cabine fut une épreuve. Chaque pas semblait alourdi par le poids des regards. Les passagers, déjà installés, chuchotaient entre eux, leurs yeux suivant Sophie comme un projecteur impitoyable. Julien Dupont, assis près de la fenêtre, observait avec une curiosité contenue, son visage trahissant une pointe de compassion mêlée de jugement. Claire Fontaine, quant à elle, ne cachait pas son mépris, ses bras croisés et son regard perçant rappelant les héroïnes des romans de Zola, prête à dénoncer l'injustice sociale. Sophie s'arrêta devant le siège d'Élise, qui lisait calmement un livre, sa canne posée à côté d'elle. La vieille dame semblait indifférente au tumulte, mais son calme était une arme en soi, une force qui imposait le respect. Sophie prit une inspiration tremblante, sa voix brisée par l'humiliation. « Madame Moreau, je dois vous présenter mes excuses pour mon comportement. J'ai fait erreur sur votre identité et je vous ai manqué de respect. » Élise leva lentement les yeux, son regard perçant mais dénué de colère. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant le silence s'étirer, comme pour laisser à Sophie le temps de sentir le poids de ses mots.
Puis, d'une voix douce mais ferme, elle dit « Votre excuse est entendue, mademoiselle Leclerc, mais je veux que vous la répétiez. » Sophie cligna des yeux, déconcertée. La répéter? Élise hocha la tête, son geste empreint d'une autorité naturelle. Oui, pour eux. Elle désigna d'un mouvement gracieux les rangées de passagers, qui observaient maintenant avec une attention accrue. Ils ont vu votre comportement, entendu vos paroles. Ils méritent d'entendre vos excuses aussi. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une excuse publique, devant tout le monde, était plus qu'une humiliation. C'était une mise à nu de son orgueil, une confrontation directe avec ses propres failles. Elle voulut protester, mais le regard de Pierre Duval, posté à l'avant de la cabine, la réduisit au silence. Prenant une inspiration saccadée, elle se tourna vers les passagers, sa voix tremblante mais audible. « Mesdames et messieurs, je dois m'excuser pour mon comportement avant l'embarquement. J'ai fait une supposition injuste à l'égard de Madame Moreau. Je l'ai humiliée publiquement, sans raison valable, et mes actions étaient inacceptables. Je m'en excuse sincèrement. » Un silence lourd s'abattit sur la cabine, seulement troublé par le bourdonnement discret des moteurs. Julien Dupont haussa un sourcil, impressionné malgré lui par la franchise de Sophie, tandis que Claire Fontaine, bien que satisfaite, gardait une expression sévère, comme si elle attendait plus qu'une simple déclaration. Élise, elle, resta impassible. Mais son regard contenait une lueur de défi, comme si elle testait la profondeur de la sincérité de Sophie. Marie Girard, qui assistait à la scène depuis l'arrière, sentit une vague de compassion pour Sophie, mais aussi une admiration croissante pour Élise. Elle s'approcha discrètement de la vieille dame après l'excuse, lui offrant un verre d'eau avec un sourire timide. « Madame Moreau, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Si j'avais su… » Élise l'interrompit doucement. « Ma chère, vous n'êtes pas responsable. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous » Marie hésita, puis répondit avec une honnêteté désarmante. « Je pense que Sophie a cru bien faire. Mais elle s'est laissée aveugler par… je ne sais pas. Une idée préconçue. » Élise hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Exactement, et c'est là que commence la leçon. Les idées préconçues sont comme des chaînes invisibles. Elles nous enferment, mais elles peuvent être brisées. » Ces mots, empreints d'une sagesse qui rappelait les maximes de Montaigne sur l'examen de soi, restèrent gravés dans l'esprit de Marie. Elle jeta un regard vers Sophie, qui, raide et silencieuse, continuait de servir les passagers. Son visage marqué par une honte qu'elle ne pouvait dissimuler. Dans son fort intérieur, Sophie était en proie à un tumulte qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait toujours cru que son rôle était de maintenir l'ordre, de distinguer les méritants des autres, comme si elle était une gardienne des hiérarchies sociales. Mais les paroles d'Élise, son calme olympien, et l'intervention des supérieurs avaient ébranlé cette conviction. Elle repensa à ses années de service, à ces moments où elle avait jugé des passagers sur leur apparence, leur accent, leur manière de s'habiller. Était-ce vraiment son rôle, ou avait-elle, sans s'en rendre compte, trahi les valeurs mêmes qu'elle pensait défendre? L'idéal français d'égalité, si cher à la nation, lui semblait soudain lointain, presque hypocrite, dans son propre comportement. Elle songea à Rousseau, à ses réflexions sur l'orgueil qui corrompt l'âme, et pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas été corrompue par le sien. Alors que le vol progressait, Sophie s'efforça de reprendre ses tâches avec une façade de professionnalisme. Elle servit des boissons, ajusta des plateaux, répondit aux demandes avec un sourire forcé, mais chaque geste était mécanique, son esprit ailleurs. À chaque passage près du siège d'Élise, elle sentait le regard de la vieille dame, non pas accusateur, mais observateur, comme si Élise attendait quelque chose de plus profond qu'une simple excuse. À un moment, Sophie, hésitante, s'arrêta près d'Élise pour lui offrir un rafraîchissement. « Madame Moreau, puis-je vous apporter quelque chose ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblante malgré elle. Élise referma son livre lentement, son regard perçant rencontrant celui de Sophie. « Merci ma chère, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. » Sophie posa le verre avec précaution, mais ses mains tremblaient légèrement, faisant vaciller l'eau. Élise, sans un mot, observa ce moment de faiblesse, puis ajouta doucement. « Dites-moi, mademoiselle Leclerc, depuis combien de temps faites-vous ce métier ?» Sophie, surprise par la question, répondit « 10 ans, madame. » Élise hocha la tête, pensive. « 10 ans. Et en tout ce temps, a-t-on jamais douté de votre droit à être ici ?» La question, simple mais acérée, frappa Sophie comme une flèche. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Élise n'insista pas,
reprenant son livre avec une sérénité qui rendait son silence encore plus éloquent. Ce moment marqua Sophie plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Pour la première fois, elle se demanda ce que cela faisait d'être jugée, d'être remise en question, avant même d'avoir eu l'occasion de prouver sa valeur. Elle, qui avait toujours marché la tête haute, n'avait jamais connu cette humiliation. Et pourtant, c'était exactement ce qu'elle avait infligé à Élise. Les paroles de la vieille dame, empreintes d'une philosophie humaniste si chère à la culture française, résonnaient comme un appel à l'introspection. Sophie sentit une douleur nouvelle. Non pas celle de l'humiliation publique, mais celle d'une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait jugé Élise non pas comme une personne, mais comme une catégorie. Et cette erreur, elle le comprenait maintenant, n'était pas seulement une faute professionnelle, mais une trahison des valeurs qu'elle avait juré de défendre. À l'approche de la descente, Pierre Duval s'approcha de Sophie, son regard toujours sévère. « Vous n'êtes pas encore tirée d'affaire, mademoiselle Leclerc », murmura-t-il. « Quand cet avion atterrira, vous devrez répondre de vos actes. » Sophie hocha la tête, incapable de répondre. Elle savait que l'incident ne s'arrêterait pas à une simple excuse. Quelque chose de plus grand l'attendait, une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement sa carrière, mais sa capacité à se transformer. Dans la cabine, Élise Moreau, toujours aussi sereine, regardait par le hublot, ses pensées insondables. Sophie, pour la première fois, se demanda qui était vraiment cette femme et pourquoi, malgré tout, elle semblait lui offrir une chance de rédemption. Ce vol, qui avait commencé comme une routine, était devenu une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une leçon sur l'humilité, la justice et la nécessité de voir au-delà des apparences dans une France qui, malgré ses idéaux, restait imparfaite. L'avion atterrit avec une douceur trompeuse, le contact des roues sur le tarmac accompagné d'un léger soubresaut qui ramena Sophie Leclerc à la réalité. Les annonces habituelles résonnaient dans la cabine, invitant les passagers à rester assis jusqu'à l'arrêt complet. Mais pour Sophie, ces mots familiers sonnaient comme un glas. Elle se tenait droite, son uniforme toujours impeccable, mais son cœur battait à tout rompre, alourdi par une appréhension qu'elle n'avait jamais connue en 10 ans de carrière. Le regard des passagers, encore marqué par l'incident à l'embarquement, semblait la suivre comme une ombre, et chaque clic des ceintures de sécurité défaites amplifiait son sentiment d'isolement. Élise Moreau, assise avec une grâce intemporelle, ajustait son foulard de soie et saisissait sa canne en ivoire avec une lenteur délibérée, comme si le temps lui appartenait. Sophie, forcée de l'observer depuis l'avant de la cabine, ressentait une étrange dualité, un mélange de honte cuisante et d'une curiosité inexplicable pour cette femme, dont la dignité semblait défier toute tentative de la réduire. Dans ce microcosme qu'était l'aéroport, où les idéaux républicains français d'égalité et de fraternité se heurtaient aux réalités des jugements hâtifs, Sophie se savait au bord d'un précipice. Ce qui l'attendait au-delà des portes de l'avion n'était pas une simple réprimande, mais une véritable mise à l'épreuve de son être. Alors que les passagers commençaient à descendre, Pierre Duval, le chef d'escale, s'approcha de Sophie, son regard toujours aussi sévère. « Suivez-moi, mademoiselle Leclerc », ordonna-t-il, sa voix basse mais implacable. Sophie hocha la tête, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle emboîtait le pas, suivant Pierre à travers la passerelle. Marie Girard, la jeune hôtesse, lança un regard compatissant mais discret, hésitant à offrir un mot de soutien. Marie, avec son idéalisme bordelais, croyait en la rédemption, mais elle savait aussi que Sophie devait affronter seule les conséquences de ses actes. Dans le terminal, l'agitation reprenait son cours. Les voyageurs pressés, les annonces en français et en anglais, les chariots à bagages roulant bruyamment. Mais pour Sophie, le monde semblait s'être figé. Chaque pas vers les bureaux exécutifs de la compagnie aérienne amplifiant son anxiété. Élise Moreau, marchant à quelques mètres devant, avançait avec une assurance sereine, sa canne tapant doucement contre le sol, un rythme régulier qui semblait imposer le respect. Julien Dupont, l'entrepreneur lyonnais, passa près de Sophie, son regard croisant brièvement le sien. « Courage », murmura-t-il, presque imperceptiblement, un geste de courtoisie qui, dans la culture française, signifiait autant un soutien qu'une reconnaissance de sa faute. Claire Fontaine, quant à elle, s'éloigna sans un mot, son expression trahissant toujours une indignation contenue, comme si elle attendait de voir si Sophie saurait tirer une leçon de cette épreuve. Arrivée devant une porte vitrée ornée du logo prestigieux de la compagnie, Sophie sentit son souffle se couper. Derrière ces portes se trouvait son destin, décidé par des hommes et des femmes dont l'autorité était absolue. Pierre swipa son badge, et la porte s'ouvrit avec un clic discret. À l'intérieur, la salle de conférence était austère, son immense table en bois poli réfléchissant les néons crus. À la tête de la table trônait Jacques Delacroix, directeur des opérations. Un homme d'une élégance stricte,
dont les lunettes à monture fine accentuaient un regard perçant. À ses côtés, 2 autres cadres, une femme nommée Isabelle Renaud et un homme, Marc Lefebvre, feuilletaient des dossiers épais, leurs visages impassibles. Des officiers de sécurité se tenaient près de la porte, immobiles, ajoutant une tension presque théâtrale à la scène. Jacques désigna une chaise à l'autre bout de la table. « Asseyez-vous, mademoiselle Leclerc, » dit-il, sa voix calme mais lourde d'autorité. Sophie obéit, ses mouvements raides, son esprit cherchant désespérément une défense qu'elle savait futile. Jacques croisa les mains, ses doigts tapotant légèrement la table, un geste qui rappelait les duels verbaux des salons parisiens où chaque mot est pesé. « Vous savez pourquoi vous êtes ici » commença-t-il. Sophie hocha la tête, sa gorge sèche. « Oui, monsieur. » Jacques ouvrit le dossier devant lui, parcourant rapidement les pages. « Nous avons des déclarations de passagers, un rapport détaillé du commandant Bertrand et une plainte officielle déposée par Madame Moreau elle-même. » Sophie sentit son cœur s'arrêter un instant. Une plainte officielle? Elle n'avait pas réalisé qu'Élise avait pris une telle mesure. Jacques poursuivit, son ton mesuré mais implacable. « Vous avez humilié publiquement la fondatrice de cette compagnie, une femme qui incarne les valeurs mêmes que nous défendons, l'excellence, l'égalité, le respect. Vos actions constituent un motif de licenciement immédiat. » Sophie baissa les yeux, ses mains crispées sur ses genoux. Elle avait anticipé ces mots, mais les entendre prononcés avec une telle clarté était comme un coup physique. Pourtant, Jacques ajouta, d'une voix légèrement adoucie. « Cependant, Madame Moreau a expressément demandé que vous ayez l'opportunité de vous expliquer avant toute décision finale. » Sophie releva les yeux, surprise. Pourquoi Élise, après une telle humiliation, lui offrait-elle une chance? Était-ce de la clémence, ou quelque chose de plus profond, ancré dans cette philosophie française, qui valorise la rédemption par l'introspection? Prenant une inspiration tremblante, Sophie choisit l'honnêteté, un choix rare pour elle, habituée à se protéger derrière des justifications. « J'ai fait une erreur, » admit-elle, sa voix claire mais teintée de regret. « J'ai jugé Madame Moreau sur son apparence, sans vérifier son billet correctement. J'ai laissé mes préjugés guider mes actions, et j'ai manqué de respect non seulement à elle, mais à tous les passagers qui ont été témoins de la scène. » Un silence lourd s'installa. Isabelle Renaud, la cadre à la droite de Jacques, haussa un sourcil, visiblement surprise par cette franchise. Marc Lefebvre, plus sceptique, demanda « Et qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? Une simple erreur, ou quelque chose de plus profond ?» Sophie hésita, sentant le poids de la question. Elle pensa à Rousseau, à ses réflexions sur l'orgueil qui aveugle, et pour la première fois, elle se confronta à sa propre vérité. « J'ai cru que je pouvais juger qui méritait d'être en première classe, » avoua-t-elle. « J'ai grandi en pensant que les apparences reflétaient la valeur, et j'ai laissé cette idée fausse guider mes décisions. » Jacques la fixa longuement, son regard sondant son âme. « Vous reconnaissez donc que votre comportement était motivé par un préjugé ?» Sophie déglutit, la vérité lui brûlant la gorge. « Oui, » répondit-elle, sa voix à peine audible mais ferme. « J'ai jugé Madame Moreau avant même qu'elle ne parle. » Les cadres échangèrent des regards, visiblement troublés par sa sincérité. Jacques referma le dossier, son expression toujours indéchiffrable. « Attendez dehors, » ordonna-t-il. Sophie se leva, ses jambes tremblantes, et quitta la salle, sentant chaque pas comme une épreuve. Dehors, dans l'espace d'attente, elle aperçut Élise, assise avec une sérénité intacte, lisant son livre comme si rien ne s'était passé. Leurs regards se croisèrent, et Sophie, pour la première fois, ne détourna pas les yeux. Élise, avec un léger hochement de tête, sembla reconnaître ce changement, cette vulnérabilité naissante. Quelques minutes plus tard, Élise se leva et s'approcha de Sophie, sa canne tapant doucement contre le sol. « Ils discutent de votre avenir, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une autorité naturelle. Sophie hocha la tête, incapable de répondre immédiatement. Élise poursuivit, son ton presque philosophique. « Dites-moi, mademoiselle Leclerc, savez-vous pourquoi j'ai demandé qu'on vous donne une chance de vous expliquer ?» Sophie, déconcertée, murmura « Non, madame. Pourquoi ?» Élise esquissa un sourire, empreint de la sagesse d'une vie entière. « Parce que je crois que les erreurs, si elles sont reconnues, peuvent devenir des leçons. J'ai vu trop de gens fuir leurs fautes, et je ne voulais pas que vous soyez l'une d'entre eux. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, frappèrent Sophie comme une révélation. Élise ne cherchait pas la vengeance, mais la transformation. Elle voulait que Sophie voie, non pas seulement son erreur, mais la racine de celle-ci. Un préjugé enraciné, hérité d'une société où les apparences dominent trop souvent. Élise s'assit près de Sophie,
un geste inattendu qui brisa la distance formelle entre elles. « Permettez-moi de vous raconter une histoire, commença-t-elle, son regard perdu dans un souvenir lointain. Quand j'étais jeune, juste après la guerre, j'ai voulu travailler dans l'aviation. J'étais une femme, issue d'une famille modeste, et on m'a dit que je n'avais pas ma place dans ce monde d'hommes et de privilèges. Un jour, un officier m'a interdit l'accès à une réunion importante, me prenant pour une simple secrétaire. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « J'ai failli abandonner, mais j'ai appris que la dignité ne se mesure pas à ce que les autres pensent de vous, mais à ce que vous savez de vous-même. » Sophie, captivée, sentit une boule se former dans sa gorge. Élise poursuivit. « J'ai bâti cette compagnie pour prouver que chacun mérite sa place, qu'il soit riche ou modeste, jeune ou vieux. Mais ce combat n'est jamais fini. Vous, aujourd'hui, vous avez perpétué ce même jugement que j'ai subi. » Et ces mots, empreints d'une vérité brute, ébranlèrent Sophie. Elle pensa à Montaigne, à ses essais sur l'examen de soi, et réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment regardé en elle-même. Élise, avec sa grâce et sa fermeté, lui offrait un miroir, non pas pour la détruire, mais pour l'obliger à se voir telle qu'elle était. « Pourquoi ne pas avoir exigé mon renvoi ?» demanda Sophie, sa voix tremblante d'émotion. Élise répondit, avec une simplicité qui rappelait les maximes de la Rochefoucauld, « Parce que je crois en la capacité des gens à changer. Mais ce changement, mademoiselle Leclerc, dépend de vous. » La porte de la salle de conférence s'ouvrit soudain, et Jacques Delacroix apparut, son expression toujours aussi indéchiffrable. « Mademoiselle Leclerc, revenez !» Sophie se leva, son cœur battant à tout rompre, et suivit Jacques à l'intérieur. Les cadres étaient assis, leur dossier toujours ouvert, et l'atmosphère était lourde d'attente. Jacques prit la parole, sa voix claire et autoritaire. « Après délibération, nous avons décidé de vous placer en période probatoire. Effective immédiatement. Vous suivrez une formation approfondie sur la gestion des biais et le leadership inclusif pendant 6 mois. Votre performance sera surveillée de près. Un seul faux pas, et votre contrat sera résilié. » Sophie sentit un mélange de soulagement et de terreur l'envahir. Ce n'était ni une absolution ni une condamnation, mais une chance, fragile et exigeante. Jacques ajouta, son ton légèrement adouci. « Madame Moreau a plaidé en faveur de cette décision. Sans elle, vous ne seriez plus ici. » Sophie tourna les yeux vers Élise, qui attendait toujours dehors, son regard calme et pénétrant visible à travers la vitre. Elle comprit alors que cette chance n'était pas un cadeau, mais un défi. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une sincérité nouvelle. Jacques hocha la tête. « Rendez-vous au siège de la formation lundi matin. Vous recevrez vos instructions. » Sophie acquiesça, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de cette nouvelle responsabilité. En quittant la salle, elle croisa à nouveau le regard d'Élise, qui lui adressa un léger sourire, non pas triomphant, mais encourageant. « Faites que cela compte, » dit Élise doucement, avant de se lever et de s'éloigner, sa canne tapant doucement contre le sol, disparaissant dans la foule du terminal. Seule, Sophie resta immobile, entourée par le chaos organisé de l'aéroport. Les annonces continuaient. Les voyageurs se pressaient. Mais elle se sentait étrangement détachée, comme si le monde s'était ralenti pour lui permettre de réfléchir. Elle pensa aux idéaux français qu'elle avait toujours cru incarner. L'égalité, la justice, le respect. Pourtant, elle avait failli à ces principes, aveuglée par un orgueil qu'elle n'avait jamais reconnu auparavant. Élise Moreau, avec sa dignité silencieuse, lui avait offert plus qu'une seconde chance. Elle lui avait donné l'opportunité de se redécouvrir, de confronter ses failles et de grandir. Sophie savait que les 6 mois à venir seraient un test, non seulement de sa capacité à respecter les procédures, mais de sa volonté de changer profondément. En se dirigeant vers la sortie, Sophie croisa Marie Girard, qui lui offrit un sourire timide. « Tu vas y arriver ?» dit Marie, sa voix douce mais sincère. Sophie hocha la tête, incapable de répondre, mais reconnaissante pour ce soutien discret. Julien Dupont, qui récupérait ses bagages, la salua d'un signe de tête respectueux, comme s'il reconnaissait l'effort qu'elle venait de faire. Claire Fontaine, elle, passa sans un regard. Mais Sophie ne ressentit ni colère ni honte. Elle comprenait maintenant que le jugement des autres importait moins que celui qu'elle portait sur elle-même. En quittant l'aéroport, elle pensa à Élise, à ses paroles sur la dignité et le changement. Cette journée, marquée par l'humiliation, serait aussi le début d'un voyage plus difficile.
celui de la rédemption. Sophie savait qu'elle devrait se confronter à ses propres ombres, mais pour la première fois, elle se sentait prête à entreprendre ce chemin, guidée par la leçon d'humilité qu'Élise Moreau lui avait offerte. L'histoire de la leçon d'humilité, avec son décor vibrant à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est bien plus qu'un simple récit d'un incident entre une hôtesse de l'air et une passagère. Elle est une méditation profonde sur les valeurs fondamentales de la culture française, l'égalité, le respect et l'introspection, et sur les failles humaines qui nous empêchent parfois de les incarner pleinement. À travers le personnage de Sophie Leclerc, dont l'arrogance initiale se heurte à la dignité inébranlable d'Élise Moreau, l'histoire nous invite à réfléchir à nos propres jugements, à nos préjugés inconscients et à la nécessité de nous transformer pour mieux vivre en société. En tant que spectateur, je me suis senti interpellé par cette narration, qui résonne comme une parabole moderne sur l'humilité et la responsabilité personnelle, des thèmes chers à la pensée française depuis Montaigne jusqu'à Camus. Voici mes réflexions sur les leçons tirées de cette histoire et comment elles peuvent être appliquées dans la vie quotidienne, suivies d'un appel à l'action pour prolonger cette expérience partagée. L'incident central, où Sophie juge Élise sur son apparence, une femme âgée, modeste, appuyée sur une canne, met en lumière une vérité universelle. Nous sommes tous susceptibles de porter des jugements hâtifs. Sophie, dans son rôle d'hôtesse, incarne une figure d'autorité, mais son erreur ne réside pas seulement dans son manque de vérification administrative, mais dans sa croyance qu'elle pouvait déterminer la valeur d'une personne d'un simple regard. Cette attitude reflète un travers social que l'on retrouve même dans une France attachée à l'idéal républicain d'égalité. La devise liberté, égalité, fraternité est un pilier. Mais l'histoire montre combien il est facile de s'en éloigner dans les interactions quotidiennes. En tant que Français, nous sommes élevés avec l'idée que chaque individu mérite le même respect, qu'il soit riche ou modeste, jeune ou vieux. Pourtant, comme Sophie, nous pouvons être aveuglés par des stéréotypes, sur l'âge, le statut social ou l'apparence, qui nous poussent à catégoriser les autres. Cette leçon m'a profondément marqué. Dans ma propre vie, je me suis surpris à faire des suppositions sur des collègues, des voisins, ou même des inconnus dans le métro parisien, basés sur des détails superficiels. Un accent, une tenue, une attitude. L'histoire de Sophie me rappelle que ces jugements, même inconscients, créent des barrières invisibles. Appliquer cette leçon, c'est s'entraîner à suspendre son jugement, à écouter avant de conclure, à vérifier avant d'agir. Cela demande une humilité que Montaigne aurait approuvée, lui qui écrivait « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Nous sommes tous en perpétuelle évolution, et reconnaître nos erreurs est le premier pas vers une version meilleure de nous-mêmes. Élise Moreau, avec sa sérénité et sa force intérieure, incarne une forme de dignité qui est profondément ancrée dans la culture française. Elle ne répond pas à l'agression par la colère, mais par une calme autorité, rappelant les figures de la résistance ou les héroïnes des romans de Colette, qui affrontent l'adversité avec élégance et résilience. Sa décision de ne pas exiger le renvoi immédiat de Sophie, mais de lui offrir une chance de se confronter à ses erreurs, reflète une philosophie humaniste. La justice n'est pas dans la punition, mais dans la possibilité de rédemption. Cette approche m'a inspiré une réflexion sur la manière dont je réagis face à l'injustice ou à l'offense. Trop souvent, dans un monde accéléré, nous cherchons à condamner rapidement, à pointer du doigt, à exiger des sanctions. Élise, elle, choisit une voie plus sage, celle de l'éducation par l'exemple. Dans la vie quotidienne, cette leçon peut transformer nos interactions. Plutôt que de répondre à une insulte par une autre, nous pouvons, comme Élise, maintenir notre dignité et chercher à comprendre l'autre. Par exemple, face à un collègue qui nous manque de respect, au lieu de riposter, nous pourrions poser des questions, ouvrir un dialogue, ou simplement démontrer par nos actions que nous méritons mieux. Cette approche, bien que difficile, reflète l'idéal français de la fraternité, où l'on construit des ponts plutôt que des murs. Élise m'a appris que la dignité n'est pas seulement une posture personnelle, mais une force qui peut influencer et élever ceux qui nous entourent. L'évolution de Sophie, de l'arrogance à l'introspection, est le cœur de l'histoire. Son parcours reflète une idée chère à la culture française. L'examen de conscience. Les philosophes des Lumières, comme Rousseau, insistaient sur l'importance de se connaître soi-même pour mieux vivre avec les autres. Sophie, forcée de reconnaître ses biais, doit entreprendre un voyage intérieur, non pas pour sauver sa carrière, mais pour se réconcilier avec ses propres valeurs. Ce processus, douloureux mais libérateur, m'a fait réfléchir à mes propres moments de confrontation avec mes erreurs. Combien de fois ai-je justifié un comportement par des excuses, au lieu d'admettre que j'avais tort?
L'histoire de Sophie montre que reconnaître ses fautes n'est pas une faiblesse, mais une force, une étape nécessaire vers la croissance personnelle. Dans la vie pratique, cela signifie accepter la responsabilité de nos actions, même lorsque c'est inconfortable. Par exemple, au travail, si je commets une erreur, plutôt que de la minimiser, je peux l'assumer pleinement, proposer des solutions et apprendre de l'expérience. Cette attitude, qui demande courage et humilité, est essentielle dans une société française qui valorise la transparence et l'amélioration continue. Sophie, placée en probation, a une chance de prouver qu'elle peut changer. De la même manière, nous avons tous des opportunités quotidiennes de démontrer notre engagement envers des valeurs plus justes, que ce soit en rectifiant une parole maladroite ou en modifiant notre comportement envers ceux que nous avons mal jugés. L'histoire met également en lumière une tension sociale. Malgré les idéaux d'égalité, la France contemporaine lutte encore contre les discriminations basées sur l'âge, le genre ou le statut social. Sophie représente une facette de cette réalité, où des préjugés inconscients influencent les décisions. Mais l'histoire offre aussi une lueur d'espoir. Le changement est possible. Élise, en tant que fondatrice de la compagnie, incarne une vision d'une société où chacun a sa place, une idée qui résonne avec les combats pour l'inclusion menés aujourd'hui en France, que ce soit dans les entreprises, les écoles ou les espaces publics. Appliquer cette leçon, c'est s'engager activement à créer un environnement plus inclusif, en défiant nos propres biais et en encourageant les autres à faire de même. Pour moi, cela signifie être plus attentif dans mes interactions quotidiennes. Par exemple, dans un café parisien, je pourrais prendre le temps de saluer chaleureusement une personne âgée ou dans une réunion, écouter avec attention une voix moins assurée. Ces petits gestes, inspirés par la philosophie d'Élise, contribuent à tisser une société plus fraternelle, où chacun se sent reconnu. L'histoire nous rappelle que l'égalité n'est pas un acquis, mais un travail constant, un engagement que chaque citoyen doit porter. La leçon d'humilité est une histoire qui ne laisse pas indifférent, car elle nous pousse à regarder en nous-mêmes, à questionner nos jugements et à embrasser l'humilité comme une force. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres actions ou à la manière dont nous pouvons tous contribuer à une société plus juste, alors je vous invite à agir. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien à ces messages universels. Partagez-la avec vos amis, votre famille ou vos collègues pour ouvrir une conversation sur l'importance du respect et de l'introspection. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui célèbrent les valeurs humaines. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres réflexions. Comment cette histoire résonne-t-elle avec vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû apprendre l'humilité? Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Paris, Marseille ou ailleurs dans le monde. Et rejoignez cette communauté de pensée et de partage. Ensemble, continuons à faire vivre ces leçons qui nous rappellent ce que signifie être humain dans un monde complexe.